Bonjour, chers internautes, bienvenue dans votre entretien. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Younous Djiba, un responsable politique et un consultant mine, carrière, énergie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, Kazaweb et Yengulin TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir et merci de répondre surtout à notre invitation. Parlez-nous de vous. Bon, je m'appelle Younous Amaï Djiba, comme d'autres le disent, né à Dionkésil, dans le département de Bignona, commune de Dionkésil. J'ai fait mes études primaires à Dionkésil, mes études secondaires au CEG de Bignona, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, si c'est le lycée ou Moussané ou je ne sais pas. Ensuite, j'ai poursuivi au lycée Nignabo de Ziguinchor. Ensuite, à l'Université de Dakar, à l'Institut des sciences de la Terre, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception en sciences de la Terre. Après, je suis allé faire des spécialisations en Allemagne et en France dans divers domaines. Donc, voilà. Maintenant, sur le plan professionnel, effectivement, j'ai eu à occuper beaucoup de postes, à commencer par ce COSIM, où j'étais donc ingénieur process, c'est-à-dire celui qui fabrique le ciment dans Tokyo. Après ce COSIM, donc, il y a eu un groupe français qui a me débauché là-bas, qui s'appelle Nitroquin Fort, qui m'a permis effectivement de voyager dans la sous-région. C'est ce qui m'a permis de faire la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense qu'il n'y a pas un pays, hormis Nigeria bien sûr, que je n'ai pas fait dans le cadre de mes activités professionnelles. Machallah. Et on a su aussi que vous êtes intégré dans la politique. Oui, j'ai commencé la politique dans la formation pendant que j'étais au lycée Nignabo avec les formateurs de AJPADS, en son temps en DIE. Après, à l'université, donc, je m'occupais de mes études, je n'ai pas eu véritablement. Donc, j'ai repris en 99 avec AJ, 99-2000, où on a les élections de 2000, on l'avait fait avec AJ-PADS, ce qui nous avait permis effectivement de gagner le département de Bignona. Après ça, bon, après les déceptions, donc nous avons demandé à sortir de AJ-PADS, puisque Bignona n'a pas eu à avoir les retombées de l'engagement politique au niveau avec AJ-PADS. Et c'est ainsi qu'on s'est dit que voilà, on va intégrer un petit parti. Et c'est en ce moment, vous vous rappelez, l'AFP c'était 99, donc on a intégré l'AFP de Moustapha Niasse. Donc jusqu'en 2006, Peter Sasek m'a appelé pour demander de travailler avec lui. Et depuis lors, je travaille au Réumi avec Depuis lors, vous êtes réumiste jusqu'à aujourd'hui. Bon, quelle est votre ambition pour le département de Bignona? Bon, je ne dirais même pas, je dirais au-delà du département de Bignona. Donc, d'abord en tant que fils de Bignona, c'est ce que je me suis dit avec Sasek quand il m'a appelé. Le premier jour, je lui ai dit, écoute, nous œuvrons à vouloir développer Bignona à l'image de ce que tu avais fait à Thiès. Donc, ça c'était mes premiers mots. Donc, en son temps, il m'avait trouvé avec un ensemble de cadres que je coordonnais dans le département de Bignona. Je ne vais pas vous citer ces cadres-là. Mais c'est pour vous dire que notre objectif premier, c'est d'œuvrer pour que Bignona aspire au développement. Beaucoup entre les Bignonnois, je dois dire, souffrent et ils nous parlent sans cesse de développement parce que à chaque fois on se rend compte qu'on parle de développement. Pourtant, en tant qu'habitant de Bignona, on ne voit pas ce développement. Avez-vous déjà une nouvelle vision concernant ces... Quand on parle de Bignona, il faut se dire, est-ce que c'est Bignona commune dont vous parlez, est-ce que c'est Bignona département que vous parlez? Donc moi, quand je te parlais de Bignona tout à l'heure, donc je parlais de Bignona dans le département de Bignona dans sa globalité, y compris la commune. Évidemment, la commune, c'est la capitale
départemental de Bignona. Et nous serions, donc notre objectif est que nous aurions une commune où il fera bon à vivre, où les problèmes quotidiens vont être réglés. Quand je dis les problèmes quotidiens, c'est les problèmes donc, alimentaires, c'est les problèmes de l'école, c'est les problèmes de santé, c'est les problèmes d'assainissement, et ainsi de suite. Donc, je pense que ceux qui ont suivi Bignona, la politique de Bignona, comme on l'a toujours connu, une politique rude, une politique où les gens se fusillaient. Donc on a dit qu'il faut faire place à d'autres gens, où il faut effectivement faire travailler nos ménages. Aujourd'hui, il faut effectivement que dans le cadre du développement de Bignona, qui parle de Bignona, on ne peut pas parler de Bignona sans de division, sans parler de l'état des lieux de Bignona. De manière globale, nous avons aujourd'hui beaucoup de ressources naturelles. Quand je dis ressources naturelles, déjà on est dans une zone où nous avons les ressources forestières, nous avons les ressources d'agriculture, nous avons les ressources halieutiques, nous avons les ressources touristiques, donc les ressources humaines. Parce que je pense en son temps que tout le monde sait que après Dakar, Bignona, c'était le département le plus scolarisé. Exact. Donc aujourd'hui, en termes de ressources humaines, ça se ressent, ça se répercute au niveau de public. C'est tout ça qu'il faut effectivement donc, dire qu'aujourd'hui, nous allons faire l'état des lieux. Aujourd'hui, poser les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le département de Bignona, avant effectivement d'entrevoir une vision, qu'est-ce que nous voulons, un Bignona dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je peux juste vous dire, en ce moment, je suis en train de travailler déjà sur la vision de Tonkesil sur 2040. Donc c'est valable parce que nous sommes tous des communes, je dis des communes rurales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est valable pour Thiong, qu'on va à une certaine mesure, la plupart des communes de Bignona. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui tant qu'on n'a pas fait ça, c'est-à-dire que là c'est les grandes voies de l'aménagement, des programmes d'aménagement et de développement donc de Bignona dans son ensemble, y compris les communes, donc on ne va pas s'en sortir. C'est pas un travail facile. C'est pas un travail c'est pour ça que ceux qui font la politique politicienne, ils n'aiment pas ça. Donc et on ne peut pas aussi connaître, c'est-à-dire vouloir développer Bignona sans connaître le département de Bignona. Nous avons beaucoup de ressources, comme je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, qui pensait qu'hier nous avions une ressource des minéraux lourds? Quand je dis des minéraux lourds, vous entendez, vous comprenez, les zircons, tout ça, ouais. Mais c'est un ensemble, hein. Les zircons, c'est une variété, c'est comme si tu me dis le Kierboussel ou Kierboussel, donc il y a d'autres minéraux. Exact. Surtout, comment comptez-vous réaliser tous ces projets? Et on a aussi su que vous avez eu des projets en 2018 pour Niafran. Pouvez-vous revenir sur cela, s'il vous plaît? Oui, je m'en connais. Aujourd'hui, il y a un petit gisement qui fait à peu près 5 millions de tonnes de minéraux lourds sur lesquels il y avait une société à qui l'État du Sénégal a donné un permis d'exploitation. Et aujourd'hui, une partie des populations donc, est contre le projet. Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas le projet véritablement. Donc vous soulignez qu'il y a un manque de communication, un manque d'information. Il y a un manque de communication terrible. Donc à mon retour, parce que je me rappelle, j'étais à l'extérieur, et quand je suis revenu en 2017, j'ai encore trouvé ce problème de Niafran. J'ai dit, les gens sont venus me voir pour me dire qu'en tant que spécialiste géologue en même temps et fils de la zone, il faut que tu t'intègres sur ce problème donc de Niafran. C'est ainsi que j'ai commencé la médiation entre le comité de lutte et l'État du Sénégal, en l'occurrence le ministère des Mines et de la Géologie. Du coup, nous avons fait de telle sorte que les gens du comité de lutte puissent aller voir une exploitation similaire dans la zone de Diogo, dans la région de Thiès, pour qu'ils comprennent en fait entre ce que les gens lui racontent et la réalité du terrain. Je pense que depuis le retour,
Ils ont commencé à mettre de l'eau dans le camp, donc nous continuons, c'est pas encore fini parce que c'est un projet de longue haleine. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont allés là-bas parce que c'est un intérêt, je vous dis, c'est un intérêt stratégique et pour le Sénégal et pour d'autres puissances. Voilà, donc c'est ça que j'ai te dire. Donc, maintenant, quelle est l'approche? Comme je dis, l'approche sectorielle. Vous savez, aujourd'hui, le département du Bignona, quand vous l'éclatez, c'est-à-dire la répartition de la population, vous avez à peu près 25% donc, de la population qui est dans la sous-préfecture de Katabaran, 20% dans la population, de la population qui est dans la zone de l'arrondissement de Tandouk. 21%, 20% pour la sous-préfecture de Tamori, à peu près 18% pour la commune de Bignona et 14% pour la commune donc, de Siya. Donc déjà, parce que qui parle de développement, et chaque zone a quand même des spécificités. Donc, ce qu'on trouve à Kataba 1 n'est pas toujours vrai, c'est ce qu'on trouve à Tamori ou ce qu'on trouve à Sindian, ainsi de suite. Donc, dans chaque zone, il faut effectivement faire l'inventaire des ressources, l'inventaire des problèmes pour pouvoir contrôler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, dire que donc, voilà les véritables problèmes. Une fois qu'on aura fini effectivement de sectoriser, on peut faire la synthèse pour dire véritablement voilà la vision que nous avons de bien. En parlant de développement aussi, on ne peut pas parler de développement sans pour autant y inclure les jeunes. Quel est votre projet pour la jeunesse de Bignona? Oui, je dirais la jeunesse, c'est normal, hein, c'est une frange de la population, comme toutes les pyramides de la population africaine ou dans des zones de sous-développement, nous avons une pyramide très large. Donc, c'est la base des populations. Aujourd'hui, si vous prenez la moyenne d'âge au plan national, au plan d'amplitude, on est entre 18 et 20 ans. Exact. Donc, si on veut asseoir une politique sérieuse, une politique durable, une politique que les Bignonais vont avoir les intérêts demain, on ne peut pas le faire sans la jeunesse. Donc, cette jeunesse-là, cela sous-entend une formation. Est-ce que les jeunes de Bignona sont bien formés? Aujourd'hui, il faut aussi que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, en fonction de nos spécificités des ressources naturelles, il faudrait effectivement qu'on pense à former les gens dans les différentes filières. C'est-à-dire que la mise en œuvre des différentes filières, que ce soit les ressources forestières, que ce soit les ressources halieutiques, que ce soit donc les ressources d'agriculture, le commerce, le e-commerce, et ainsi de suite. Donc, c'est l'inventaire. Une fois effectivement que nous finissons cette formation, voir dans quel cadre créer des entrepreneurs, des entrepreneurs locaux. Et ces entrepreneurs locaux sous-entendent effectivement un financement dans le cadre des coopérations, que ce soit déjà parce que globalement, il y a aujourd'hui un partenariat avec la Grande Savoie, donc on peut échanger avec ces gens-là pour voir. Et l'État aussi du Sénégal est là, comme d'autres organismes, que ce soit des organismes internationaux, que ce soit des ambassades, que ce soit les ONG, qui concourront donc pour effectivement donc ce qu'on a fait ailleurs, peut-être que j'aimerais bien reprendre parce que si vous voyez ces jeunes, les jeunes aujourd'hui qui ont de l'emploi aujourd'hui, peut-être la plupart ils sont dans l'enseignement. Exact. Pour l'essentiel, donc le truc. Et je dirais à peu près peut-être les 95% sont mis à côté. Et c'est à ça que c'est cette frange-là qu'il va falloir penser. Et donc nous avons mis en place un projet similaire à Niamey, dans le Kéroté, avec la Banque mondiale, l'Union européenne, où c'était des petits financements qu'on trouvait, c'est-à-dire qu'on disait que, dans le cadre de l'amélioration des revenus des jeunes, nous avons trouvé que si on donnait 700 000, 800 000, voire 1 million par jeune. Pousser aux jeunes à encourager à embrasser l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un tailleur, tout dépend de la filière.
Si c'est un tailleur, ce n'est pas de l'argent en liquide qu'on va donner. Exact. On te forme d'abord pour des outils de gestion. Après aussi, donc, on va regarder le tailleur il a besoin de quoi. Le tailleur il a besoin d'une machine. On te paye une machine. Tu as besoin de tissus. On te paye des tissus. Tu as besoin de petits matériels, tables, ciseaux et comme ça, on te paye le petit matériel de tout. Et on te donne un petit fonds de roulement pour que tu roules là-dedans. Donc, ce qui est valable pour les tailleurs, c'est valable pour les maçons, ce sera valable pour le mécanicien, ce sera valable pour les gens qui sont dans l'artisanat, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que cette expérience-là, si on le transpose effectivement dans tout, l'essentiel des 95% aujourd'hui qui sont écartés de la vie économique, de la vie politique, vont être insérés et on va voir effectivement les choses décoller. Et on vous souhaite en tout cas bonne chance pour la réalisation de tous ces projets. Bon, on va défiler un peu sur l'actualité. En tant que leader politique, comment est-ce que vous analysez la situation qui s'est passée tout récemment avec l'affaire du président Ousmane Sonko? Quel est votre... Donc, parfois, quand on parle de Sonko, de manière générale, les gens peuvent... Celui-là qui est à Dakar, dès qu'on te voit, Djiba, donc tu es du pasteur forcément. C'est dire aux gens, ce n'est pas un parti religieux, ce n'est pas un parti régionaliste. Donc, d'abord, cet équivoque-là, il faut que ça soit donc levé. Moi qui vous parle, j'ai plein de gosses qui sont dans le pasteur. On échange chaque jour pour lui dire. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, donc c'est pas des ennemis, on est là. C'est comme dans le matière de sport. Toi qui es au Paris Saint-Germain, lui il supporte le Diaraf, l'autre le Casa Sport, donc chacun est libre en fonction de la culture. Donc, et de manière globale, je disais toujours aux gens, il ne faut pas regarder comme les gens disent Ololi. On n'a pas commencé avec Sonko. Ololi, on a commencé avec Robert. Quand il était venu, c'était le même scénario. Après, je pense même, ça va naître dans une certaine mesure. Il y a même Omar Lamine Badji. Omar Lamine Badji, Baldé aussi. Donc, pour dire qu'on a connu des gens dans des livres, dans tout. Mais cette affaire, d'abord, moi, en tant que ma vision personnelle, je pense déjà, c'est parti d'une affaire privée. Et que il faudrait véritablement laisser la justice faire son travail. Maintenant, les questions, on est arrivé à effectivement politiser l'affaire. Bon, c'est regrettable, surtout qu'il y ait beaucoup de victimes. Et nous autres, Bignona, nous avons eu 4 victimes sur le bras. Et donc c'est l'occasion de présenter les condoléances à ces familles des victimes, d'autant plus l'un d'entre eux, Massiré, le papa donc, du colis, je connais, nous avons été ensemble au Réunion, donc le Manguiline, je connais Massiré, donc voilà, c'est pour dire qu'il faut que les gens soient sereins, que véritablement, que nous ne mélangeons pas plusieurs choses. C'est un problème truc, laissons donc le truc, la justice faire son travail, et pour l'instant, nous sommes tous des parents. Demain, c'est pas, donc après la politique, nous allons nous retrouver. Avant la politique, nous avons des liens donc le truc. C'est ce que je dis aux gens. On peut voir des frères et sœurs de même père, du même mère. Celui-là, il est du pasteur, l'autre, il est du Agi, l'autre, il est du Réuni. Et je pense que cette culture-là que nous avons, parce qu'en Casamance, nous avons une spécificité. Vous regardez en Casamance, il y a les Ouad, il y a les Djiba, il y a les Diata, il y a les Koli, il y a les Djo. Il y a les Ba, il y a les Diallo. Donc, c'est visiblement ce que nous avons en Casamance, on le trouve nulle part. Exact. Donc cette cohésion-là, donc en tout cas moi en tant que leader, je prône à ce qu'effectivement que nous préservons donc, cette cohésion que nous avons au plan régional et au plan départemental. Oui. J'espère qu'on en tirera une leçon de tout ce qui s'est passé, surtout pour la jeunesse de Bignona que j'encourage beaucoup parce que c'est une jeunesse pleine de vie, une jeunesse forte et pleine de rêves. Bon, on a tous quelqu'un à côté qui est prêt à nous aider. Monsieur Djiba, comment comptez-vous vraiment accompagner cette jeunesse à accomplir leur projet? Oui, tout par la communication et tout finit la communication. Il y avait ces déficits, c'est-à-dire
de faire beaucoup dans le public sans effectivement communiquer. Et c'est pour ça que maintenant, avec les temps ont changé, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, donc il y a des gaps à faire. Donc c'est ça que je dis aux jeunes, informez-vous, formez-vous, et que c'est-à-dire que chacun doit avoir un projet. Chaque personne, c'est un réservoir donc, de matière grise, donc d'intelligence que nous devons pouvoir effectivement valoriser pour le bien-être. De chacun. Bon. Comme vous l'avez si bien entendu, informez-vous. Chercher vraiment, et il ne faut pas rester dans son petit coin pour attendre que tout nous tombe dessus ou attendre que tout vienne de la part de l'État. Bon, nous sommes dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas ne pas embrasser cette vie? Et déjà, M. Djiba l'avait confirmé tantôt. Bon, l'émission tire à sa fin. Je tenais aussi à vous sensibiliser parce que vous dites que le virus est toujours là. Protégez-vous, protégez les autres, parce qu'il n'y a pas un bien plus précieux que la santé. Donc voilà, merci Monsieur Djiba. Quel est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, toujours à l'endroit de ces jeunes-là. Quand le président dit qu'il va mettre 100 milliards à la disposition des jeunes de ce pays, sachez qu'en termes de population ou en termes d'électorat, la Casamance représente autour de 11 à 12%. Donc, on se dit, peut-être les retombées, on va se retrouver à peu près, sur 100 milliards, on va se retrouver à peut-être 12 milliards. Sur ces 12 milliards, on se dit, si je prends la Casamance de manière globale, la région de Ziguinchor pèse 40%, la région de Sédhiou 27%, la région de Kolda 33%. Donc c'est sur les 12 milliards, 40% des 12 milliards vont revenir à la région de Ziguinchor, autour à peu près de 5 milliards peut-être. Donc maintenant, et comme j'ai dit, parce que moi je suis un homme qui suit les chiffres, et sur ces 5 milliards, globalement, peut-être, c'est-à-dire si on doit les répartir en fonction de cette population, 25% pour Kataba, et de manière, si on le fait comme ça, les fonds vont véritablement arriver dans et quand ce qui arrivera à Bignona, par exemple, commune, donc on sait qu'aujourd'hui, Médina Plateau représente en termes d'électorat 40% de l'électorat de Bignona. Peut-être qu'aussi ce qui va être alloué va être, c'est-à-dire que Médina Plateau aussi va peser 40%. C'est-à-dire il faut que les gens suivent effectivement dans ce pour dire qu'effectivement à l'encontre des jeunes, mais c'est une bataille. Nous ne sommes pas les seuls, c'est le Sénégal entier qui est concerné. Si aujourd'hui la jeunesse de Bignona ne propose pas de projet, cela va sans dire que les gens vont l'amener ailleurs. Donc c'est dans ce sens-là que j'exhorte les autorités régionales, les autorités départementales, l'ensemble des communes, à faire des inventaires des gens qui sont déjà formés, des gens qu'on doit former, des gens qui ont un petit projet mais qui leur manque des financements pour nous permettre effectivement donc, pour que cette tâche soit facile pour les jeunes. Donc voilà, en guise de dernier mot par rapport à... Voilà une toute dernière question, si vous me le permettez bien sûr. Avez-vous des ambitions, des objectifs pour être maire de Bignona? Oui, bon, maire de Bignona, je ne suis pas de Bignona, je suis de Thionck-Essyl. Ah, Thionck-Essyl. Donc je travaille, comme je vous l'ai dit, nous travaillons effectivement à ce que les communes aient de bons maires, de bons profils. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire je vais être maire de Bignona, commune de Bignona, alors que je ne connais pas la commune de Bignona. J'exhorte tous les candidats qui veulent aspirer à être maire dans n'importe quelle commune donc, de Bignona, de commencer d'abord à asseoir une vision, de connaître, de faire l'état des lieux de la commune, de faire des problèmes et demain si on lui donne la commune, dès qu'il vient, dès le premier jour, il dit je vais commencer par là parce qu'il a déjà donc
Et ça, c'est un défaut des politiciens. Et c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite à rectifier dans ce métier. Voilà, il a déjà tout dit. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète un peu avec ça, on pourrait avoir, il y a pourtant des politiciens qui ont plein de visions et qui ont déjà le programme. Mais avec cette élection électorale qu'on est en train de repousser jusqu'à 2022, est-ce que vraiment ce serait une solution? En ce qui concerne les locales, là déjà, je veux dire, oui, c'est le gouvernement qui organise. C'est le gouvernement qui organise ces élections. Aujourd'hui, dans le cadre du dialogue national, les gens ont exigé l'audit du fichier électoral. Je pense qu'ils ont déjà commencé. Les gens ont exigé le bilan des élections passées. Je ne sais pas quelles élections ils vont commencer, est-ce que c'est en 2012, 2014, 2019, et ça demande du temps. Bon, visiblement, j'ai lu dans la presse d'aujourd'hui que le gouvernement demande 11 mois pour réaliser donc, ces deux tâches-là. L'opposition dit qu'il faut raccourcir les délais, au moins peut-être au mois de décembre, organiser donc le tout. On verra. Donc ça, bon, on ne fera que bon, le jour J, quand je serai dans une salle des réunions sur ces thématiques-là, je dirais, j'argumenterai beaucoup plus pour dire, voilà. Donc, mais ce que je peux vous dire, il y a d'une part le respect du calendrier électoral, d'une part une élection c'est des moyens. Organiser une élection en 2021, en 2022, en 2024, c'est-à-dire on va passer, il nous restera les 4 années à venir à faire que des élections. Que des élections. Donc, coupler les élections aussi en 2022, ce ne sera pas chose facile. Pour que après, parce que qui dit respect du calendrier électoral, dit séparation des élections locales, séparation des élections des députés et séparation donc, des élections présidentielles. Donc je pense que peut-être à la longue, on trouvera donc une formule pour pouvoir effectivement avoir ça. Mais c'est des batailles. Donc entre, vous savez, il y a deux camps. Donc le pouvoir est là, il met ses stratégies de conservation du pouvoir. L'opposition est là, elle met ses stratégies aussi d'accession au pouvoir. Donc entre les deux, parfois c'est difficile d'aller dans le C'est vrai. Bon, merci Monsieur Djiba d'avoir répondu à notre invitation. Je dis merci aussi à nos internautes. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube Yeungulen TV et Casa Web. Merci d'avoir suivi l'émission avec nous. Ça a été un plaisir. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.